Il est 20h30 ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, après plusieurs mois de tension entre Paris et Alger, le gouvernement français décide d'ouvrir les archives judiciaires sur la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette décision maintenant? On en parlera dans On va plus loin avec Gauthier Ribisky et Mustapha Tossa. Olaf Scholz était à Paris pour son premier déplacement à l'étranger. Le nouveau chancelier allemand et Emmanuel Macron, le président français, ont promis d'œuvrer ensemble à un renforcement de l'Europe. Olaf Scholz s'est ensuite rendu à Bruxelles pour préparer le sommet européen de la semaine prochaine. Et puis cette victoire pour Washington, la justice britannique a annulé un refus en première instance et ouvre la voie à l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks y est poursuivi pour espionnage après avoir publié des milliers de documents classifiés. Près de 60 ans après la guerre d'Algérie, la France a donc décidé d'ouvrir les archives judiciaires de l'époque avec 15 ans d'avance. Une annonce qui intervient 2 jours après la visite à Alger de Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. On voit ça avec Serine Bey, Inès Olagaray. C'est un pas de plus vers la réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Paris annonce l'ouverture de ses archives sur les enquêtes judiciaires liées à la guerre d'Algérie, qui a opposé le gouvernement français aux indépendantistes algériens entre 1954 et 1962. Il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. J'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. En France, les archives nationales sont généralement déclassifiées 75 ans après les faits. Mais depuis quelques années, Paris tente de donner un coup d'accélérateur au travail de mémoire envers Alger. En 2018, Emmanuel Macron a reconnu officiellement que l'armée française était responsable de la disparition du militant communiste Maurice Audin à Alger en 1957. Puis le 9 mars dernier, le président français s'est engagé à raccourcir les délais pour accéder aux archives classifiées. Entre-temps, une crise diplomatique a éclaté entre les deux pays. Le 2 octobre, Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger en déclarant dans le journal Le Monde que les Algériens entretenaient une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Depuis, les autorités françaises tentent d'apaiser les tensions. Le président de la République s'est exprimé à ce sujet lors de sa rencontre ce vendredi avec le chancelier allemand. Je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Et dans la reconnaissance de toutes les composantes mémorielles qui forgent la nation française. Toutes. 60 ans après la fin de la guerre, les relations entre les deux pays restent compliquées. La France multiplie les gestes symboliques, mais exclut toujours de présenter des excuses à l'Algérie. Emmanuel Macron, on l'a vu, qui a déjeuné avec Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, tout à l'heure à l'Élysée. Comme le veut la tradition, il était à Paris pour sa première visite à l'étranger. Les deux hommes, vous allez le voir, ont affiché leur entente sur de nombreux dossiers. Une coopération franco-allemande infaillible. C'est ce qu'ont voulu mettre en avant Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour cette première rencontre depuis l'élection du nouveau chancelier allemand. Sur les sujets d'investissement ou d'ouverture institutionnelle, nous avons véritablement manifesté une volonté de travailler ensemble. Et je crois que ces premiers échanges traduisent très clairement une convergence de vues solide. En tout cas, j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne. Un tutoiement de rigueur et l'envie de montrer que la relation est pour le moment sans nuages. Même sur les sujets de désaccord entre les deux pays, comme le nucléaire, les deux hommes ont botté en touche. Parmi les thèmes abordés, la crise ukrainienne. Depuis plusieurs semaines, la Russie déploie des milliers de soldats à sa frontière avec l'Ukraine, ce qui fait craindre une attaque des Russes. La situation à la frontière Ukraine nous préoccupe tous, bien évidemment. On y voit beaucoup de soldats et il est tout à fait normal que nous en parlions. Nous allons actionner des leviers et nous pourrons continuer à poursuivre notre coopération dans le cadre du format Normandie.
Olaf Scholz et Emmanuel Macron doivent rencontrer le président ukrainien la semaine prochaine. Le chancelier allemand et le président français ont également évoqué durant leur rencontre le plan de relance économique européen de 750 milliards d'euros. Un plan censé stimuler la croissance des États membres de l'UE, ralentie en raison de la pandémie. Autre défi à relever pour les deux dirigeants, celui de la crise migratoire, qui a jusqu'à présent beaucoup divisé l'Europe. Et après Paris, Olaf Scholz s'est rendu à Bruxelles afin de préparer le sommet européen de la semaine prochaine. L'Union européenne qui tente de conclure les discussions avec Londres sur le conflit des droits de pêche post-Brexit. L'Europe avait donné comme date butoir ce vendredi 10 décembre. Le gouvernement français, je vous le rappelle, réclame à la Grande-Bretagne le renouvellement d'un peu plus de 100 licences de pêche. Écoutez à ce propos Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Si les Britanniques, aujourd'hui, disent, on donne, pas un chiffre scientifique, mais quelques dizaines de licences supplémentaires, comme geste de bonne volonté pour montrer que le dialogue porte ses fruits et qu'on a intérêt à le continuer encore. Nous en tiendrons compte, nous ferons l'évaluation avec la Commission européenne et peut-être nous continuerons. S'ils campent sur leur position, qu'est-ce qui se passe ? S'ils campent sur leur position, nous demanderons à la Commission européenne, dans le week-end, d'annoncer qu'un contentieux est engagé avec les Britanniques. Ça veut dire quoi un contentieux ? Ça veut dire qu'il y a une procédure juridique que la Commission européenne ne voulait pas engager avec les Britanniques jusque-là, que maintenant elle prend en compte. Nous lui demanderons de prendre une procédure. Dans l'actualité internationale également, la justice britannique qui ouvre la voie à une extradition de Julian Assange vers les États-Unis. La Haute Cour de justice de Londres a en effet annulé le refus en première instance de l'extradition du fondateur de Wikileaks. Il est poursuivi outre-Atlantique pour espionnage après avoir publié des documents classifiés. Émilie Béraud. Au désespoir de ses soutiens, la Haute Cour de Londres a tranché. L'extradition de Julian Assange, demandée par les États-Unis, doit être réévaluée par la justice britannique. Près de 2 ans après le début du procès, cette décision marque une victoire pour le gouvernement américain, un retour en arrière pour le lanceur d'alerte et ses proches. Nous allons continuer le combat. Chaque génération a un combat épique à mener et celui-ci est le nôtre. Parce que Julian représente les fondements de ce que signifie de vivre dans une société libre, de ce que cela signifie d'avoir la liberté de la presse, de ce que cela signifie pour les journalistes de faire leur travail sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison. En janvier dernier, les hauts magistrats britanniques s'étaient pourtant opposés à l'extradition d'Assange, invoquant sa santé mentale fragile et un risque de suicide. Les États-Unis ont alors fait appel et obtiennent gain de cause ce vendredi. D'après la Haute Cour de Londres, les États-Unis ont fourni des assurances répondant aux inquiétudes qui ont conduit la juge de première instance à bloquer l'extradition. Cette nouvelle étape fragilise le fondateur de Wikileaks, qui pourrait être extradé aux États-Unis si les juges et le gouvernement britannique donnent leur feu vert. Julian Assange, à qui les États-Unis reprochent d'avoir diffusé des documents classés défense, risque jusqu'à 175 ans de prison.